raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire absolument unique. Et ce faisant d'ailleurs, je vais tenir une promesse. Un jour, il y a bien longtemps, Yvan Levaille, que vous connaissez peut-être, c'est un journaliste historique d'Europe 1, me tente un livre et me dit « Lis ça, ça sort de chez un petit éditeur, personne ne va le voir passer, c'est Simone Veil qui me l'a donné, elle m'a dit de le faire tourner autour de moi, alors je ne te demande qu'une chose, tu le lis et tu le fais passer à quelqu'un. » Et ce livre, Le témoin imprévu, c'est un livre de Jo Vachblatt dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. Et je confesse à Yvan Levaille que j'ai gardé ce livre pour moi, comme un talisman. Je l'ai prêté, mais j'ai toujours veillé à le récupérer. Et aujourd'hui, je vais tenir enfin ma promesse. Je vais vous le faire passer. Jo Vachblatt est un jeune juif polonais de 15 ans qui est déporté en août 1944 à Auschwitz-Birkenau où il vit une expérience absolument unique. Il entre dans la chambre à gaz du crématorium numéro 4 et il en ressort vivant. Et pendant 50 ans, de peur de ne pas être cru, il n'a jamais raconté son histoire à personne. Voici donc cette histoire absolument exceptionnelle. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Je suis certain qu'il se trouvera des gens pour dire « Vous êtes sûr que ce Jo Vachblatt n'a pas tout inventé ? Il n'a rien dit pendant des décennies à personne, même pas à sa femme, et là il raconte qu'il est rescapé de la chambre à gaz. Et vous le croyez ? Oui. Et ça n'est pas que je le crois, c'est que je suis certain que son histoire est vraie. Avant de tout vous raconter, il faut lever cette hypothèse. C'est essentiel et c'est facile. Le jour où on a sorti le petit Joe de la chambre à gaz de Birkenau, à une poignée de secondes de la mort, on n'a pas sorti que lui. On a sorti 53 personnes. Et Joe, beaucoup plus tard, en a retrouvé 2. Jack, qui est ensuite allé s'installer en Australie, et Herman Goldberg, qui a poursuivi sa vie en Israël. Ils racontent la même histoire. La même, au millimètre. Il n'y a aucun doute quant à l'histoire que je vais vous raconter. Mais cette histoire ne commence pas à Auschwitz-Birkenau. Elle commence en Pologne, oui, mais à Łódź, une grande ville industrielle du centre du pays, qui avant la guerre est sans doute la plus grande ville juive de Pologne. Les Vachblatt sont de là, du quartier Balu. Le père y a un atelier, une forge, il emploie 15 ouvriers. Et c'est lui qui a sorti les 2 candélabres dorés de la grande synagogue de Łódź. Nous sommes en janvier 1939. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du petit Joe. Il a 9 ans. Sa mère a préparé un tchoulant et elle l'a donné à cuire au boulanger, en se disant « c'est peut-être la dernière fête de famille avant longtemps ». Car en janvier 1939, tout le monde à Łódź a compris que la guerre est là. On ne parle que de ça dans les journaux. Alors le soir de l'anniversaire du petit Joe, le seul sujet de conversation à table, c'est « qu'est-ce qu'on fait ? On reste ou on part ?» Le père de Joe a un avis très tranché. « On reste. Partir où ? En Eretz Israël ? Un jour peut-être, je nous le souhaite. Mais en pratique, là, aujourd'hui, c'est impossible. Ça n'existe pas. C'est un rêve. C'est un songe. Je sais qu'il y en a qui veulent aller chez les soviétiques. Qu'ils y aillent. Mais je ne crois pas que les juifs soient les bienvenus chez les communistes. Je ne pense pas qu'ils les laisseront vivre selon la Torah. Alors on reste. On verra bien. Le 3 septembre 1939, le petit Joe est réveillé en pleine nuit par du vacarme dans la rue. Avec son père et son petit frère Jonathan, ils se mettent à la fenêtre. C'est l'armée polonaise qui bat en retraite. Des soldats épuisés, hagards, piteux, qui fuient devant l'avancée des Allemands. Et 2 jours plus tard, « Regarde, un Allemand !» Le premier soldat allemand entre dans le quartier Balu. Un éclaireur sur un sidecar. Et derrière, des chars, des automitrailleuses.
toute une armée s'installe à Lodz. Et là commencent les pillages. Les soldats entrent dans les magasins, juifs en priorité, et ils prennent tout. Et se repose chez les Waschblatt la question de partir, à laquelle le père Joe fait une réponse désarmante. « Ils n'oseront pas prendre mes machines. Elles sont anglaises !» Et en attendant, il devient de plus en plus difficile de trouver quelque chose à manger. Ils ont tout emporté. Fin novembre, les Allemands mettent le feu à 4 synagogues. On ne peut rien sauver, même pas les rouleaux sacrés. En décembre, on annonce que les Juifs doivent porter 2 brassards jaunes, même les enfants, et qu'ils n'ont plus le droit de voyager, ni de sortir la nuit, ni de se promener en groupe. Et un bruit court dans le quartier de Ballu. Il paraît qu'ils veulent recenser les Juifs. Ils veulent nous mettre tous ensemble. Tous les Juifs dans le même quartier, tu te rends compte ? C'est là que va commencer l'enfer pour le petit Joe, dans ce ghetto que les nazis s'apprêtent à construire. Le ghetto de Lodz est instauré par les Allemands le 8 février 1940. Et donc tous les Juifs de Lodz doivent rejoindre la vieille ville et le quartier Ballu. Maintenant. Et Joe les voit arriver sous la neige qui tire des sortes de traîneaux avec leurs meubles dessus. Et d'ailleurs, lui, qui est un petit futé, s'est fabriqué un traîneau et il propose ses services en échange d'une petite pièce. Après, on demande aux Juifs de construire eux-mêmes la palissade qui doit fermer le ghetto et de poser les barbelés. Et quand c'est fini, interdiction de sortir. Le premier qui sort est abattu. La conséquence de tout ça, c'est qu'assez vite, il n'y a plus rien à manger. Et là, que fait le petit Joe, 9 ans ? Avec son frère Jonathan, il se faufile sous les barbelés. Et il va voir les Polonais. « Dites, vous auriez pas de la nourriture à vendre ? On n'a plus rien dedans. » Et il repasse dans l'autre sens avec des pommes de terre, un peu de pain, un petit paquet de graisse. C'est très risqué. Et parfois, il fait ça 2 fois par jour. Les semaines passent, les mois, et le père de Joe tombe malade. Et sa mère aussi. Et le gamin se retrouve avec la lourde responsabilité de nourrir toute sa famille. À 10 ans. Il continue de temps en temps de passer sous les barbelés, mais c'est de plus en plus risqué. Les gamins se font tuer. Alors il se débrouille. Il finit toujours par trouver un peu de lait de chèvre, un œuf ou 2. Et surtout maintenant, il travaille. Ah, ça c'est une idée du juif qui dirige le ghetto, Rumkowski. Rendre les juifs du ghetto de Lodz indispensables aux Allemands. Et donc il leur a proposé de travailler gratuitement, en échange de nourriture. Et c'est comme ça que Joe, qui a maintenant 11 ans, se retrouve à faire de la gravure sur métal pour les Allemands. Le ghetto devient un gigantesque camp de travail. On y fabrique de tout, des boutons, des insignes d'uniforme pour la Wehrmacht, des pièces d'artillerie, des bottes et même des robes. Mais à partir de là, se met en place un autre plan. Tous ceux qui ne peuvent pas travailler, les trop vieux, les trop jeunes, les malades, doivent être déportés vers des camps. On est flou sur ce qu'ils vont devenir. On va les réinstaller. Dès lors que va devenir le père de Joe ? Il est trop malade pour travailler. Joe n'aura pas à se poser la question longtemps. Car un matin, on retrouve le père mort, dans son lit, à l'âge de 38 ans. Au cimetière de Ballu, c'est Joe qui récite le Kaddish. Le voilà chef de famille à 11 ans.
printemps 1942, les Allemands se mettent à réclamer des Juifs pour la déportation, pour la réinstallation. Toujours plus de Juifs. Il nous en faut 20 000. Nous voulons tous ceux qui ne travaillent pas. Il nous en faut 20 000. Jusqu'ici, Joe a réussi à planquer son petit frère, Henry. Mais jusqu'à quand? Il a 9 ans et demi, il est trop jeune pour travailler, il doit donc être déporté. En décembre 1942, c'est l'oncle Idle et sa femme et ses 3 enfants qui sont les premiers de la famille à partir. Joe va jusqu'à la gare pour leur dire au revoir. Le tonton se penche à son oreille. Joe, je sais pas où nous allons. Je sais pas si nous reviendrons. Mais quelqu'un de notre famille doit rester en vie pour témoigner. Fais tout ce que tu peux, Joe. Tout ce que tu peux. En juillet, les Allemands réclament tous les enfants de moins de 10 ans. Et donc un jour, on vient chercher Henry. Où est le petit Henry Waschblatt? J'en sais rien, moi. Ça fait des mois qu'il a disparu. C'est faux! On l'a vu aujourd'hui dans la cour de l'immeuble. On le trouvera. Et la fois d'après, il le trouve, planqué dans la cave. Dans son livre, Joe raconte. Ma mère a lavé Henry dans le baquet à lessive. Elle l'a habillé de ses beaux vêtements de Shabbat. Ils se sont embrassés. Il y avait une charrette en bas, avec d'autres petits-enfants qui ne pleuraient pas. Je n'ai jamais revu mon frère. J'ai su après la guerre qu'il avait abouti à Chelmno, à 70 kilomètres, où il avait été gazé, dans un camion sans conducteur. La maman de Joe meurt en août 1943, probablement d'un cancer. Et Joe se retrouve dans l'appartement familial, sous la responsabilité de sa tante, avec son frère Jonathan et sa sœur Esther. 3 enfants, programmés tous les 3 pour partir à leur tour. À partir de l'été 43, le matin, on trouve des cadavres dans les rues de Lodz. De ci, de là. Un peu plus chaque jour. On dirait des squelettes. Les gens crèvent de faim. Ils travaillent toujours autant, mais les rations baissent tous les jours. C'est la famine. Le matin du 11 août 44, Joe rentre chez lui avec quelques carottes et 2 ou 3 feuilles de choux. L'appartement est vide. Sa tante, sa petite sœur et son petit frère ont été arrêtés. Il est tout seul. À 14 ans, il est tout seul. Seul dans un ghetto qui se vide tous les jours. Et à un moment, Joe rejoint le point de rassemblement et il monte dans le train. Quand la porte du train s'ouvre, il est midi. Dehors, le ciel est bleu et ça s'agite. Raus! 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 Joe saute du wagon. Il veut prendre son sac avec les photos de ses parents et de ses frères et sœurs qu'il a emportés. Laissez tout ça à l'intérieur. Vous viendrez les chercher plus tard. Bon. Et là, des déportés en pyjama rayé viennent discrètement passer des messages. Vous êtes à Birkenau. C'est près d'Auschwitz, en Silésie. T'as quel âge? J'ai 15 ans. Tu diras que t'en as 17, hein. Des miradors, des chiens. À ce moment-là, Joe pense que c'est un camp de regroupement pour les travailleurs. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Et il se retrouve face à un SS, un officier, avec une cravache à la main. Il saura plus tard que c'est Joseph Mengele, le médecin-chef du camp. Les gens défilent devant lui et du bout de sa cravache, il dit « à gauche, pour la mort, ou à droite, pour le camp ». Et quand Joe passe devant lui, il indique la droite. Ils vont se revoir, tous les deux, plus tard. Et Joe avance dans le camp.
Et il voit les grandes cheminées, il sent l'odeur de chair brûlée, sans comprendre. Les barbelés, les gens derrière, très maigres, et il retrouve un copain du ghetto de Lodz. Moshe, oh, je suis content de te voir. Et là, un de ceux qui viennent d'arriver demande. Vous savez comment je peux savoir où est ma femme? Elle s'appelle Fela. Et mon fils s'appelle Yankel. Ils sont arrivés il y a quelques semaines. C'est Moshe qui lui explique, en montrant des yeux la cheminée. N'y pense plus, va. Ils sont déjà là-haut. Joe est installé dans le bloc 4 du camp E, et le lendemain transféré au bloc 12. Le premier défi, c'est de manger. Pour survivre, il faut manger. Et manger plus que la ration quotidienne, composée d'un ersatz de café le matin, d'une soupe où flottent quelques légumes à midi, et d'un morceau de pain et parfois d'un peu de lard le soir. Comme dans le ghetto, Joe se bat tous les jours pour avoir double ration. Et puis il y a l'appel, qui dure des heures dans le froid, accompagné d'humiliation. Un jour, on lui demande de crier. « Nous, les Juifs, nous avons voulu la guerre. Plus fort! Nous, les Juifs, nous avons voulu la guerre. Eh bien, vous l'avez. Vous êtes contents? » Mais le grand défi pour Joe, comme pour tous les déportés, c'est d'échapper aux sélections. Un SS qui s'avance dans le bloc et qui dit « Toi et toi !» Ne pas en faire partie. Se faire tout petit, devenir transparent. « 15 jours après son arrivée dans le camp, Joe se retrouve avec les autres sur la place d'appel du camp E. Les SS ont placé une planche entre deux poteaux. Tous ceux qui la franchissent sans se baisser partiront pour la chambre à gaz. Joe sait qu'il est trop petit. Même sur la pointe des pieds, il n'atteindra pas la planche. Un capot lui dit « Va te cacher. Va te cacher là-bas. » Il lui désigne un fossé, une sorte d'égout puant. Et Joe y reste planqué jusqu'à la nuit. Dans les semaines qui suivent, plusieurs fois, il est sélectionné par les SS pour la chambre à gaz. Et à chaque fois, il réussit à s'enfuir. Et puis un jour d'octobre, Joe ignore la date exacte. On les rassemble sur la place d'appel. Les SS sont là avec leurs chiens. L'officier a l'air ivre-mort. « Avancez par rang de 5 !» Cette fois, impossible de s'enfuir. Un garçon près de Joe décide de jouer le tout pour le tout. Il bondit vers la clôture et vers les arbres. Il est abattu. Et les voilà partis, tous les autres, vers le crématoire numéro 4. On les aligne dans la cour. « Déshabillez-vous! Vite! Et notez bien l'endroit où vous avez posé vos vêtements. Vous allez prendre une douche. » Pourquoi ment-il? Et là, dans une bousculade, les SS les poussent tous vers une petite porte. Des enfants sanglotent, d'autres disent la prière des morts. Joe, qui est arrivé dans la cour parmi les premiers, entre dans la chambre à gaz parmi les derniers. La porte étanche se referme, et d'un coup, la lumière s'éteint. Joe a l'impression de commencer à suffoquer. Depuis qu'il est à Birkenau, on lui a dit « il faut respirer un grand coup pour mourir tout de suite ». Mais comme tous les autres, il retient sa respiration. Et puis soudain, la porte s'ouvre, un homme hurle à l'extérieur. « House !» Et quelques secondes plus tard, Joe se retrouve dans la cour avec une 50aine de déportés, ce qui était le plus près de la porte. La porte qui maintenant se referme. Joe et tous ceux qui l'entourent viennent d'échapper à la chambre à gaz. « Rhabillez-vous !» Pourquoi? Pourquoi est-ce que Joe et les autres ont été épargnés? Il va le comprendre quelques jours plus tard. L'homme qui a hurlé à l'extérieur, c'était Joseph Mengele. La sélection s'était faite dans son dos. Or, il voulait superviser toutes les sélections. Et c'est pour ça qu'il a fait sortir 50 personnes.
pour faire acte d'autorité. On dit qu'il a giflé l'officier qui avait fait fi de son pouvoir. Sur les 53 déportés épargnés par Mengele, la plupart seront gazés dans les jours qui suivent. Mais pas Joe. Parce que dans les jours qui suivent, il parvient à se faire enrôler pour du travail, à l'extérieur du camp, loin d'Auschwitz, dans le nord de l'Allemagne, près d'Hambourg. Il survivra jusqu'à l'arrivée des Américains. Et là, les Américains qui l'ont pris en affection, c'est un gamin de 15 ans tout de même, lui demandent « Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas retourner en Pologne ? Non. Tu veux aller où ? Je sais pas. Tu veux venir en Amérique avec nous ? Ah oui ? Mais au même moment, Joe rencontre deux Françaises, deux sœurs, Georgette et Madeleine. Et elles aussi se prennent d'affection pour lui. Viens avec nous. Viens, on rentre en France. Et voilà comment Joe, le petit Polonais, arrive à Paris en mai 1945, à l'hôtel Lutetia, au milieu de tous les survivants. Il est adopté par des juifs polonais, les Kaluzinski. Il apprend la couture, il travaille, il apprend le français. Est-ce qu'il lui arrive de parler de ce qui s'est passé ? Non. Qui le croirait ? Personne. Personne ne croirait que son histoire est vraie. Alors il se tait. Et en 1948, il s'engage pour aller combattre en Israël. Ses parents adoptifs essayent de le dissuader. « Joe, tu es le dernier Waschblatt. Tu peux pas aller te faire tuer là-bas. » Il y va pourtant. Et il se bat. Il est blessé 2 fois. Et après 20 mois passés à faire la guerre en Israël, il rentre en France. Il se marie en France avec Rachel. Ils ont 3 filles, Claudine, Chantal et Nathalie. Et pendant 50 ans, il ne trouve pas les mots pour leur dire ce qu'il a vécu. Tout d'abord, il y en a beaucoup parmi nous, quand on est rentré, la première question était « Comment tu as fait pour survivre ? Comment tu t'en sorti ?» Et on était mal dans notre peau quand on posait des questions comme ça. Et beaucoup de gens, ils voulaient plus rien dire, vous comprenez, parce qu'on se sentait un peu coupable. Comment lui pas survécu, toi t'as survécu. Oui, c'est ce que disait son Et voilà. Et bon, alors donc ça c'était la première raison, on voulait pas parler. Et la seconde raison c'était, on voulait construire quelque chose. La vie, elle continuait, donc on voulait construire, donc on mettait tout corps et âme pour construire, pour fonder des foyers, fonder une famille. Moi, personnellement, vous voyez, à mes propres enfants, j'ai rien dit. Ouais. À mes petits-enfants, ils savent tout. Mes propres enfants... Pourquoi avez-vous sauté une génération ? Parce que c'était comme ça, parce que, je veux dire quelque chose, moi, personnellement, je suis marqué, j'aime pas de gaspillage. Un exemple, j'aime pas qu'on gaspille, même pour la nourriture, j'aime pas qu'on gaspille. Hein. Et à mes enfants, quand ils mangeaient pas, j'ai dit, faut pas faire ça. À la longue, mais les enfants, ils répondaient, ah oui, je sais, tu dis, oui, toi, toute ta jeunesse, t'as pas eu ça, tout ça. Vous comprenez, il y avait un frein qui nous freinait, et on voulait pas le dire. Et la raison était là, parce que nos enfants nous disaient, voilà, je sais, t'as fait ça, t'as eu ça, et ça continuait comme ça. Donc, on voulait pas parler.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.